Plutôt avant de lui passer la parole, je profite de l'occasion pour rappeler que elle a fait un essai sur Assia Djebar, qui est une dame de lettres, donc connue par tous, qui est partie de ce monde un certain 6 février 2015, donc à sa mémoire et à la mémoire de tous ceux qui ont disparu, à l'instar de Mouloud Mamri, et tous ceux qui sont décédés pour la cause, pour la littérature, pour le savoir. Nous vous demandons d'observer une minute de silence. Voilà, encore. Avant de lui passer la parole, donc je passe la parole à notre ami Wissem pour vous dire un mot. Wissem Aouedeglem. Donc, Azoul Flaoun. Je ne vais pas parler beaucoup parce qu'en quelque sorte, Mouloud a tout dit sur notre invité. Donc, certainement, la thématique, elle est déjà... donc, en voyant la thématique, on a beaucoup de questions qui se posent donc, concernant le modernisme, notre traditionnalisme et tout. Et on aimerait bien donc, notre conférencière nous explique tout ça. Donc, et je reviens juste après pour ouvrir le débat. Voilà, donc je passe la parole à Nadia. Je suis très émue et très heureuse d'être parmi vous en cet endroit, en ce lieu, avec une partie de moi-même qui est la petite Kabylie, puisque je suis, mon père est de Siderich, et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai voyagé tout à l'heure dans l'autocar, et je voulais que ça soit dans l'autocar, pour profiter des paysages de la petite Kabylie, de ma région, de la région de mes aïeuls. Ravi aussi, à partir d'Alger, nous suivons un petit peu les activités des Hommes Libres, de l'association du Café littéraire des Hommes Libres d'Aurès. Et vraiment, je suis ravie de voir un tel engouement pour le livre, pour la littérature, pour la culture, pour repenser le monde, pour mettre la barre très haut et repenser un monde des penseurs libres, des écrivains, un monde des hommes et des femmes de la culture. Ému aussi, puisqu'il y a eu une minute de silence de Assia Djebar, à propos d'Assia Djebar. Sa disparition, c'est le 6 février donc 2015. 4 jours, donc c'est la commémoration de sa disparition. Et je tenais vraiment à rappeler cette date, non seulement parce que j'ai écrit dans la continuité toujours du magazine que je dirige, donc j'ai écrit tout un parcours d'Assia Djebar. J'ai commencé de ses 19 ans jusqu'à 70 ans, donc 50 ans d'écriture, 50 ans de, j'aime pas le mot militantisme, mais je dirais de continuité dans le temps. Le temps chez Assia Djebar de 19 ans à 70 ans, c'est pas rien. C'est les arts plastiques, le journalisme, la passionnée, le cinéma, encaisser aussi quelque part la misogynie. Quand elle a écrit son premier livre, l'Algérie était colonisée.
Ensuite, l'Algérie était indépendante. Et malgré cela, avec les siens, elle a subi la misogynie. Donc, à travers le livre que vous voyez ici, j'avais envie de raconter 50 ans d'une écrivaine. Évidemment, les points forts, ses discours à l'Académie française, son discours à Fès, les arts plastiques, quand elle a écrit le recueil de nouvelles autour des femmes, les femmes d'Alger dans leur appartement, en empruntant le titre de Eugène Delacroix et en répondant aussi à l'ironie d'un grand peintre qui a essayé de reporter avec un œil espiant l'espace des siens. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai envie de parler du temps. Le temps est très très important. Oui, le modernisme, j'avais envie d'appuyer sur mon suffixe isme, parce que ce que nous sommes modernes, traditionnalisme, nous voulions et nous voulons et nous voudrons se débarrasser du carcan des traditions. Les traditions qui musellent la femme, qui la cantonnent. Et nous savons très bien, nos aïeules, ce qu'elles ont voulu vivre, ce qu'elles ont voulu dépasser. Et donc, évidemment, comme je joue avec le temps, c'est ma lubie, évidemment, j'avais envie de parler de modernisme et traditionnalisme, parce que dans mes romans, d'abord, non seulement j'écris la mort et la vie, la naissance et le trépas, et en plus de la naissance au trépas, j'avais envie aussi de cerner l'après-Assia Djebar, donc la post-indépendance. Je fais partie des écrivains de la post-indépendance, et je raconte Assia Djebar ou Taou Samrouch, ou par le regard de la fille à Taou Samrouch, j'avais envie aussi de voir ces femmes qui sont aujourd'hui, qui peuvent être entre guillemets même nos aïeules, parce que de plus en plus on avance dans l'âge, on laisse les années derrière nous, et puis celles qui étaient jeunes aujourd'hui, elles vont être des aïeules, et comment cerner le temps, comment cerner la modernité, etc. Donc, oui, à travers mes écrits, mon premier roman, ça a été Un amour silencieux. Lorsque j'avais écrit Sora, artiste peintre, j'avais envie d'être hors géographie, hors temps. Il n'y avait pas une date, il n'y avait pas une géographie. J'avais envie de raconter, à travers mon héritage culturel, une femme universelle et comment elle était conditionnée dans des pensifs, comment elle était imbriquée dans des pensifs, dans des clichés, et comment se libérer, comment ôter ses chaînes et partir vers une liberté, mais une liberté, pas la liberté qui déborde, qui va dans tous les sens du féminisme ou de la féminitude. Je parle de la liberté, la réflexion de la femme dans sa façon de voir sa vie, dans sa façon de décider pour son destin. Et donc, ça a été mon premier roman, donc il est paru, ça fait quand même des années en arrière. Je reviens avec Sous le voile de mon âme, et vous avez deviné que c'était, puisque la mode du voile était là, moi, mon âme portait un voile, et donc j'avais envie d'ôter ce voile et de raconter des bribes de philosophie, d'allégorie, de chemin mystique, parce que je suis une grande passionnée de la vie qui tourne et en même temps qui n'a pas de réponse. Donc oui, souvent j'ai publié des textes libres qui peuvent être de l'histoire, de la philosophie, de la littérature, de l'anthropologie, de la poésie surtout, parce que la poésie, elle nous permet de tout dire quand les voix s'arrêtent, quand les voix sont rompues. Eh bien, la littérature et par excellence la poésie nous permet toutes les toccades, nous permet tous les dépassements, nous permet de partir dans tous les sens. Vient après ce livre-là qui s'appelle donc Les sanglots de Césarée. Donc ce sont des sanglots, évidemment, c'est une Algérie un peu atteinte, c'est la guerre civile, et donc mon personnage Racine qui exècre Dieu et les textes. Sa femme va le sauver
précisément par les textes, par la sacralité, par une quête spirituelle, et puis moi-même, à travers ce roman, j'avais envie de partir dans tous les sens pour comprendre un petit peu où nous étions. Parce que écrire, c'est pas donner des réponses, mais soulever un questionnement. C'est questionner l'histoire, questionner le passé, mais surtout questionner les futurs, questionner les jours à venir pour nos enfants. Donc ça a été pas mal de douleur, et comme à cette période il y a eu une bombe qui a éclaté du côté du colonel Amirouche, moi je suis devenue végétarienne en écrivant ce livre parce que c'était intensément fort. Et c'est là où je disais sur ma page Facebook, vous avez dû constater que je suis partie dans une pulsion vers la mort. Parce que je décris les chairs calcinées, je décris une guerre civile, je décris un homme dans l'armée qui va exécrer Dieu et tous les textes religieux. On a l'impression que c'est le rejet viscéral de tout ce qui est divin. Donc c'est mon personnage qui le vit par rapport à tout ce qu'on a pu vivre comme douleur intense, inscrite, qui est aujourd'hui aussi inscrite en chaque Algérien. Évidemment, je reviens avec la danse du jasmin, celui-ci a été traduit en Allemagne, en allemand donc, et ça a été la danse du jasmin. La danse du jasmin, j'avais envie de raconter, de questionner cette fois-ci, non pas ma société, mais ma société du sud vers le nord. Donc j'avais envie de m'adresser à une agnostique, une occidentale, moi, l'arabo-berbéro-musulmane, qui voit la vie avec beaucoup de... qui veut dépasser les pensifs et les clichés, qui veut dépasser ces carcans, ces choses aliénantes qui nous ramènent vers le bas. J'avais envie de parler du prophète Mohammed. Et là, je complétais, et c'est là où je rends un grand hommage à Assia Djebar, parce que grâce à elle, dans ce roman, j'ai voulu parler de... alors, Assia Djebar, elle parle dans Loin de Médine de Fatima, la fille du prophète, qui était une féministe, qui osait le ton, qui osait la faconde, qui osait dire non aux héritiers et à l'entourage du prophète. Et moi, dans la danse du jasmin, malheureusement, il n'est pas là, j'avais envie de raconter le prophète comme un leader de la paix, comme un leader du féminisme, comme un leader qui laisse toutes les portes des supputations ouvertes et non pas fermées, et vivre l'aliénation que nous connaissons, où le wahhabisme connaît et nous contamine par cela, etc. Donc ça, c'est la danse du jasmin. Évidemment, par mon travail de livresse, j'ai dirigé pendant 10 ans un magazine littéraire où j'avais envie de donner la parole aux écrivains algériens, africains, américains, occidentaux, maghrébins, musulmans, agnostiques, athées, faire un spécial Feraoun, un spécial Camus, un spécial Dib, un spécial Assia Djebar. Et je suis très contente d'avoir osé un spécial Assia Djebar, puisque c'est la première fois, selon les chercheurs, c'est la première fois que Assia Djebar est à la une d'un magazine littéraire, et j'étais étonnée, vu que tout le succès qu'elle a eu, tous les prix qu'elle a eu, Assia Djebar n'a jamais été à la une d'un magazine littéraire, et l'ivresse qui lui a donné 2 espaces, à sa mort et avant sa mort, quand il y a eu le 50aire d'un de ses livres, le 3e je pense, on a donné tout un dossier. Je suis très contente aussi d'avoir aidé la littérature à avancer, aidé la littérature à voyager un petit peu, parce que à partir de la littérature, elle est sœur siamoise avec l'histoire, l'anthropologie, la philosophie et évidemment la poésie, la danse, la chanson, etc. Donc qui dit la littérature, le livre, dit toutes les ouvertures possibles pour un monde réfléchi, pour un monde de débat, pour un monde capable d'être dans... tout à l'heure, vous savez, quelqu'un dans l'autocar me disait Madame, sommes-nous dans l'obscurantisme? J'ai dit, à votre avis? Je n'ai pas la réponse. Sommes-nous dans l'obscurantisme? Mais au fond de moi-même, je savais que nous étions dans l'obscurantisme. Mais je n'osais pas me l'avouer. Donc voilà pourquoi, quand je parle de modernité, je parle de modernisme. Est-ce que la femme aujourd'hui, je parle de la femme parce que c'est
c'est un sujet qui m'intéresse, étant moi-même ce flux féminin, étant moi-même ce témoin du flux féminin, des traditions et de la modernité. J'avais envie de comprendre où sommes-nous. Sommes-nous dans la passivité? Est-ce que c'est parce que nous avons fait des études et des carrières, etc., que nous nous sommes libérés des chaînes de l'oppression, chaînes qui nous cantonnent à un féminin, permettez-moi de le dire, un peu archaïque. À l'époque, c'était peut-être la femme était analphabète, donc elle peut être analphabète, et donc elle est dans ces traditions un petit peu qui jouent contre elle. L'histoire de l'humanité le montre, l'histoire elle-même, elle est machiste, elle est faite des hommes, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que la femme, par ses études, par les livres qu'elle a écrits, par la réflexion qu'elle s'est faite, est-ce qu'elle a libéré sa fille? Est-ce qu'elle a libéré la relève du féminin? Ça a été pas une réponse de ma part, mais un questionnement. Je suis prudente quand je dis j'ai pas de réponse. Et il n'y a pas plus mortifère, il n'y a pas plus nauséabond que la certitude à mon niveau. Il y a une certitude dans rien du tout. Nous avançons tous dans un monde meilleur, que ce soit un monde de la littérature, ou la danse, ou de la pensée, ou de la réflexion, etc. Rien n'est sûr dans ce monde. Rien, hormis les mathématiques et les équations qui sont claires et qui sont dans une logique scientifique. Le reste de la vie, notre façon de penser le monde, notre façon de mener le monde, notre façon de penser à un monde meilleur et d'évoluer, c'est surtout pas la certitude. Surtout pas la certitude. Voilà un petit peu pourquoi l'intitulé de ma rencontre, j'avais envie de le cantonner entre modernisme et traditionnalisme. Et là, tout à l'heure, peut-être nous allons avoir beaucoup de questions, et puis on va répondre au fur et à mesure de cet échange. Oui, Assia Djebar, je veux revenir, puisque aussi c'est la commémoration d'Assia Djebar. Elle a écrit à 19 ans. Elle a terminé d'écrire avec Nulle part dans la maison de mon père. Elle commence par La soif, et même, c'est révélateur les titres de son premier roman et son dernier roman. Le premier s'appelle La soif. On peut imaginer la soif de vivre, la soif d'égaler l'homme, la soif de revendiquer son identité, la soif d'une indépendance, la soif d'aimer tout simplement. Et le dernier livre, ça a été Nulle part dans la maison de mon père. Et voilà cette femme, cette académicienne, cette pudique, c'est une femme aussi. Elle est, moi en tout cas, je la découvre très pudique dans sa façon d'écrire, dans sa façon d'approcher ces thématiques et dans sa façon de réfléchir. Nulle part dans la maison de mon père, ce sont les lieux. Où sommes-nous dans les lieux? Aujourd'hui, je suis dans ces lieux-là, de la petite Kabylie, qui est le lieu de mes aïeuls. Et c'est important, ça me parle. Je ne sais pas quelle voix, quel son, quel écho, mais ça me parle, parce que ce sont les lieux. Assia Djebar, quand elle meurt, pourtant elle a vécu aux États-Unis, elle a vécu en France, en Allemagne, un peu partout, surtout en France et aux États-Unis, mais quand elle meurt, elle va demander à ce qu'elle soit enterrée dans les lieux de son père, dans les lieux de Cherchel, donc dans la ville de Césarée. Voilà un petit peu comment je résume mon travail de livresque, mes romans, mon essai, mon combat de témoigner de la littérature algérienne classique et contemporaine, et Dieu seul sait que c'est pas facile. Et si aujourd'hui je me permets de parler de misogynie, comme Assia Djebar a parlé de la misogynie le jour où on a refusé ses films, pourtant ces films à elle ont été primés en Italie, elle a subi la misogynie de son pays. Aujourd'hui, moi aussi je crois qu'en toute modestie, j'ai subi aussi, par rapport à mon travail de livresque, j'ai subi une misogynie, mais je ne sais pas comment la qualifier, une misogynie. Est-ce que la femme aujourd'hui, c'est une puissance pour contrer la misogynie et le rejet de son travail? Oui, c'est une question que je me pose.
Et c'est la raison pour laquelle aussi je parle de modernisme et non pas modernité. Voilà un petit peu comment j'ai essayé de tracer le premier horizon. Oui, en fait... Alors, on remercie la conférencière. Donc, on va ouvrir la liste de débat. Donc, on va fixer les interventions à 4 minutes, c'est-à-dire pas plus. Et s'il vous plaît, qu'il n'y aura pas un débat bilatéral. Voilà. Donc, la liste est ouverte. Oui, monsieur. Il y a un micro derrière. Vous voulez que je commence? Tu connais la règle l'arithmétique? Eh ben, allons-y alors. Ça marche bien. Non? D'habitude j'ai la voix qui porte, donc je ne sens pas le micro, à moins que. Voilà. Madame, bonjour et bienvenue, monsieur le mesdames. Très sincèrement, je voulais que ma femme m'accompagne, mais elle a autre chose à faire. Elle est partie à Bougie. C'est les sources. Voilà. Si c'est ça, le modernisme, on s'y prête de bon cœur. Seulement, voilà, tout à l'heure, quand je voulais immédiatement poser la question, vous demandez après, peut-être je pourrais en disserter un petit peu, je voulais vous dire que la religion musulmane, l'être humain, l'Algérien, si on doit considérer cette nation comme algérienne, moi j'y crois pas beaucoup, est-ce que nous ne sommes pas doublement victimes, la femme et l'homme, de la religion, qui fait de vous un être inférieur et qui exige de nous un être, comment dirais-je, qui supporte, qui idolâtre ou autre? Moi j'ai honte de cette religion, je vous le dis. Et puis, c'est vrai que on essaie de se retrouver un petit peu dans la littérature. Pourquoi? Parce que c'est pour oublier, c'est pour essayer de fantasmer, c'est pour s'inventer un monde. Dans nos bulles, on écrit, etc., etc. Et lorsque vous revenez, vous dites que vous êtes arabe, etc., etc., figurez-vous que 95% dans la salle ne sont pas arabes, ne sont pas musulmans. On est en majorité catholique dans cette salle. Je suis désolé. Et puis, c'est terrible, c'est terrible. Ce que la femme n'arrive pas à briser les chaînes. Il faut qu'elle brise les chaînes elle-même. Vous êtes aujourd'hui, d'après les statistiques, la femme est majoritaire dans ce pays. Mais qu'est-ce qu'on attend d'un pays où la femme est majoritaire et qu'elle se complaît dans un comportement de soumise, etc., etc. Prenez votre destin. Je vous donne le numéro de ma femme, vous lui dites qu'elle n'a qu'à me tirer les moustaches au cas où. Mais toujours est-il, prenez votre destin, ne pleurnichez pas. C'est la religion qui vous bloque et que nous sommes, par la même occasion, nous sommes victimes comme vous. Je suis désolé de vous le dire, mais tout à l'heure, quand vous avez dit que vous complaisez dans l'arabisme, etc., etc., mais regardez tout autour de vous, à la télé. Vous ne voyez pas que les êtres les plus mesquins, ils sont tous désignés sur le globe terrestre. Alors il faut briser ces chaînes. N'attendez pas qu'on soit, nous aussi, avec des, je sais pas moi, avec c'est flagrant. Oui, moi aussi, comme Assia Djebar, j'ai vécu dans la colonisation. Aujourd'hui, autodidacte, je m'appuie sur cette colonisation, sur ces souvenirs, pour pouvoir avoir un regard plus juste, avec bien sûr la francophonie, mais pas avec l'arabe, madame. Avec la francophonie, j'ai un regard beaucoup plus juste sur ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on se demande où on est à quel niveau aujourd'hui. On est toujours des indigènes. Même s'il n'y a plus de Français, mais il y a des gens qui tiennent le pouvoir et qui ne veulent pas que vous, les femmes, soyez émancipées, parce qu'en réalité, c'est le mot de la fin. Je crois en vous, et c'est pour ça que je suis désespéré. Merci.
Merci beaucoup, monsieur. Je pense que c'était nuancé ce que j'avais dit. Vous m'avez mis dans un bloc monolithique, mais c'est votre écoute. Mais moi, je ne suis pas dans le bloc monolithique, ni dans l'arabisme, ni dans l'islamisme, ni dans le isme, là, qui me révulse. Moi, tant pis si on comprend mal mes propos, mais je n'ai pas parlé d'arabe, je n'ai pas parlé d'islam, et je respecte les musulmans dans le monde. Ceci dit, le wahhabisme et tout son résiduel mortifère, je le rejette, tout autant que tout le monde. Donc là, quand je parle de... Je n'ai pas pleurniché. Monsieur, je suis celle qui a mené un combat. C'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie qu'on voit un magazine arriver à 50 numéros, qui arrive à 10 ans de combat sans merci. D'accord ? Si j'étais celle qui baissait les bras, je me serais arrêtée à 3 numéros. Si j'étais celle qui baissait les bras, je me suis arrêtée à 2 ans d'existence. Si j'étais celle qui baissait les bras et qui pleurnichait sur l'épaule d'un homme qui doit me surprotéger, j'aurais arrêté au bout de quelques numéros. Or, j'ai mené 10 ans d'un combat et je suis prête aussi à le mener. Maintenant, la société n'est pas un bloc monolithique, que vous soyez arabe ou catholique ou bouddhiste. Moi, au contraire, plus il y a ces libertés, plus le monde va bien. Ceci dit, nous sommes aujourd'hui face à un résiduel wahhabite qu'il faut le monde entier le dénonce, et à commencer par les pays puissants, et non pas les pays à genoux comme l'Algérie. Donc là, si on a envie de dénoncer l'hypocrisie, on commence par dénoncer au niveau de l'Occident, qui s'écrase. Il est à plat ventre devant le wahhabisme, devant, on en a vu l'image de Khashoggi et compagnie, si vous voulez qu'on déborde dans la politique. Donc, aujourd'hui, si on a envie d'être des dénonciateurs et des libres penseurs, on commence par dénoncer l'hypocrisie de l'Occident, parce que c'est à cause de l'hypocrisie de l'Occident qu'aujourd'hui nous avons le wahhabisme, la femme aliénée, la femme fatiguée, la femme à genoux, la femme voilée, la femme niqabée et j'en passe. Un autre intervenant, Bonjour madame. Dans le micro de Slimane. Merci. J'ai entendu M. Sarrazin, j'ai entendu la vôtre, bien entendu. C'est un problème d'ordre universel. Je dis bien d'ordre universel. Le malheur des pays musulmans, pratiquement, c'est la malinterprétation de la religion. Entendons-nous bien, les religions sont